Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Strategic Mindset, votre podcast sur les actualités de la stratégie et sur la culture stratégique. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Nizar Dardabi, qui est un ancien commandant de la gendarmerie royale au Maroc et aujourd'hui un des analystes sécurité et défense les plus reconnus dans le royaume. Si Nizar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, c'est Ali. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé et merci encore. Je pense que c'est un épisode très très important aujourd'hui car la question de la stratégie, de la sécurité, de la défense, de manière générale, on l'aperçoit toujours sous un prisme, surtout dans le milieu francophone, dans les productions francophones, les émissions, les documentaires autres, avec des analystes et un prisme, on va dire, très, très au fait, enfin, très orienté vers le monde occidental, ou en tout cas avec un prisme des pays du Nord. Et c'est important aujourd'hui, peut-être, d'avoir une grille de lecture voilà, maroco-marocaine, maroco-africaine de manière générale. C'est-à-dire, voilà, avoir un retour d'expérience sur la question de la sécurité, de la culture stratégique au sein du royaume et comprendre peut-être certaines choses. On parle du royaume comme un modèle, notamment en termes de sécurité, de la lutte antiterroriste, qui est quand même dans une posture géostratégique très importante aujourd'hui entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi avec une ouverture sur la façade atlantique. Et donc, je pense qu'on aura un épisode très, très intéressant aujourd'hui. Et puis, on sera ravis d'avoir votre retour d'expérience sur beaucoup de sujets, car vous avez un parcours très passionnant. Voilà, du parcours d'officier aujourd'hui au sein de la société civile et dans le privé. Est-ce que vous pouvez nous parler, voilà, dans un premier temps, un peu de votre parcours, de votre expérience de manière générale, qui vous a mené jusqu'à être analyste en sécurité et défense aujourd'hui? Alors, Ali, très simplement, j'ai eu, on va dire, deux parcours professionnels. Mm. Le premier en tant qu'officier supérieur de la gendarmerie qui a duré 18 ans, où j'ai fait plusieurs missions. Donc, juste pour rappel, la gendarmerie, c'est une force de sécurité à caractère militaire. C'est ce qui la différencie un peu de la police. La gendarmerie a les mêmes missions que la police, des missions de sécurité publique, de renseignement, de protection contre les menaces touchant le royaume, mais aussi de lutte contre la criminalité à travers des enquêtes judiciaires, à travers de la police administrative, etc. Ce qui différencie la police de la gendarmerie, c'est d'abord le caractère militaire de la gendarmerie, c'est-à-dire que la formation de base elle est militaire et que d'après Daher Royal, la gendarmerie fait partie intégrante des forces armées royales. Bien que l'aspect, on va dire, euh, les missions qu'elle fait sur le terrain, ce sont surtout des missions de police, les mêmes à peu près que font la gendarmerie, plutôt la police, la DGSN, sauf que la gendarmerie a un périmètre d'action dans le domaine rural, Oui, donc tout à dans fait. les campagnes, etc., les Mm. autoroutes, et la police, son domaine d'action, son domaine de compétence, c'est plutôt le milieu urbain. Mhm. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc, pour parler brièvement, donc, comme je vous ai dit, une première partie de carrière dans la gendarmerie royale, où j'ai fait de la formation, où j'ai fait également de la sécurité aérienne Mhm. dans l'aéroport de Marrakech, Mhm. et j'ai exercé aussi une responsabilité territoriale dans la province de Boulmen, et j'ai fini par une expérience dans les enquêtes de trafic de lutte contre le trafic international de stupéfiants. Mhm. Après, j'ai fait un retour sur les bancs de l'école. Donc, j'ai fait un master à Paris, à l'IRIS, un master sur la géopolitique de défense et de sécurité. L'IRIS, c'est l'école dirigée par Pascal Boniface. Très bien. Et donc, la deuxième partie, on va dire, de ma vie professionnelle, qui a débuté maintenant 6 ans, où j'enseigne à l'école de guerre économique campus de Rabat sous ta direction. Et c'est un Ouais. plaisir. Et c'est toujours un plaisir à J'enseigne partager. aussi à Merci. l'université Mondiapolis et à l'Académie diplomatique du Royaume. À côté, j'ai aussi une activité, on va dire, de chroniqueur Mhm. dans le journal La Vie Éco. Et j'anime un podcast L'éclaireur, que je vous invite d'ailleurs à visionner sur YouTube, Mhm. qui discute de problématiques de géopolitique, de défense au Maroc et en Afrique. Car comme tu as dit, c'est important de changer le prisme, de changer la vue qu'on a en général dans le domaine stratégique
on est plutôt orienté sur les médias francophones, c'est la culture marocaine, ou bien les médias arabophones, Al Jazeera, etc. Oui. Et on a tendance à oublier que le Maroc, l'Afrique, a sa propre culture de défense et de sécurité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter C'est après. exactement l'état d'esprit. C'est exactement l'état d'esprit. Merci, Sénézar. Et d'ailleurs, au passage, on va mettre le lien pour notamment le podcast L'éclaireur, qui est vraiment, vraiment, vraiment très édifiant sur beaucoup de sujets, notamment sur les questions de défense et de sécurité. Je te remercie. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Moi, ce qui me fascine, je trouve ça fascinant parce que tu es passé plutôt par différents. Alors, c'est un corps de métier, l'un des plus nobles, effectivement, par rapport par rapport à nos institutions de sécurité et de défense au sein du Royaume du Maroc. Mais tu as pu voir, ou plutôt toucher à différents sujets d'actualité, et donc différents enjeux, différents défis auxquels fait face le Royaume, notamment en termes de sécurité. En termes stratégiques, qu'est-ce que tu as perçu comme, je dirais pas évolution, mais par rapport aux enjeux de sécurité d'abord, de manière générale, comment as-tu perçu tout au long de ta carrière d'abord au sein de la gendarmerie, et puis on parlera par rapport à ces dernières années, l'évolution des enjeux de sécurité voilà, auxquels fait face le Royaume du Maroc? Alors, tout d'abord, en commençant ma carrière dans un service de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a, on va dire, un double aspect militaire, aspect sécuritaire, c'est qu'on ne se rend pas compte suffisamment combien le Royaume du Maroc est un bastion de sécurité et de stabilité dans un environnement régional. Donc peut-être qu'on va en parler plus en détail, donc avec ce qui se passe au Sahel, avec la position géographique et géostratégique du royaume, qui est à la limite, à la frontière de deux continents, au croisement de la mer Méditerranée et de l'Atlantique. Donc c'est une zone de trafic, de passage humain, etc., avec tous les enjeux de crise migratoire, de trafic en tout genre, trafic de drogue, etc., avec la menace terroriste. Et donc, comme tu as très bien dit, le Maroc a su faire face à toutes ces menaces, donc historiquement, durant la dernière décennie, je vais parler plutôt des dernières 50 dernières années, avec beaucoup de succès, parce que le Maroc a été touché, comme tous les pays, par la menace terroriste, par toutes on va dire, les risques concernant la criminalité transfrontalière, mais le Maroc a su devenir une terre d'attraction d'ailleurs pour les investisseurs. Je pense qu'il est juste de rappeler que l'économie marocaine dépend de plus en plus de l'attrait des investisseurs étrangers. Et si les investisseurs étrangers, que ce soit dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, dans les banques, dans les services, investissent dans le Maroc, bien que la région connaisse beaucoup d'instabilité, c'est que le Maroc est un bastion de sécurité et de stabilité. Et on sait que les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Tout à fait, tout à fait. On a tendance à oublier des fois, notamment, pas que dans le monde occidental, mais dans beaucoup de pays, que déjà le premier pilier de l'investissement, du développement économique, de l'enrichissement, c'est la stabilité sécuritaire. C'est ça. Et effectivement, c'est la base. C'est la base, exactement. Sans sécurité, point de confiance, point d'investisseurs, enfin point de climat de confiance déjà par rapport aux investisseurs étrangers, mais aussi au sein même de la population, des structures sociales. Donc c'est pour ça que l'objet de notre émission aujourd'hui, c'est de parler justement de cette stratégie de sécurité, de cette culture défense, comme pilier de la structuration d'un État, mais aussi qui permet le développement d'autres éléments. On verra notamment au niveau économique, mais aussi au niveau des sociétés. Justement, tu as parlé un peu des spécificités du modèle marocain, qui est considéré comme un pôle de stabilité, mais aussi un champion au niveau régional, mais reconnu internationalement, dans la lutte antiterroriste notamment, mais aussi en termes de renseignement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des spécificités ou de l'exception justement marocaine par rapport à cela, notamment dans un environnement régional bien particulier? Alors comme tu as dit, je pense qu'on peut, avec toute modestie, parler d'un modèle marocain. J'ai eu l'occasion d'en parler durant plusieurs conférences qui traitent surtout de la stabilité au Sahel. Et je peux vous dire que ce qu'on demande aux spécialistes marocains, aux analystes dans ce domaine, c'est comment le Maroc arrive est arrivé à mettre en œuvre une stratégie globale et multidimensionnelle qui fait du Maroc un modèle dans le genre. Alors,
Ça ne veut pas dire que le Maroc est à l'abri de toute menace terroriste. Alhamdoulilah, ça fait des années que le Maroc, à travers les actions, que ce soit des services de la DGST, mais de tous les autres services de sécurité, donc on va les nommer parce qu'on va peut-être en parler après. La DGST, c'est le premier garant de la lutte antiterroriste au Maroc, parce que c'est une des principales missions de la DGST, mais il y a aussi la collaboration de tous les autres services, DGSN, Forces armées royales, gendarmerie, Forces auxiliaires, et même des agents du ministère de l'Intérieur, par exemple, qui font du renseignement territorial et qui est très important. Alors, comment le modèle marocain a été construit? Je pense que le début de la stratégie marocaine de lutte contre le terrorisme a vraiment été, le fondement a été les attentats de 2003. Pourquoi? Parce que ça a été un traumatisme, un choc pour toute la population au Maroc. On ne s'attendait pas à des attaques terroristes d'une telle ampleur qui ont touché le cœur économique du royaume et qui ont surtout été perpétrées par des Marocains. Parce que dans plusieurs cas, en Europe par exemple, je prends les attentats du Bataclan, ce sont certes des ressortissants français et belges qui ont fait les attentats, d'origine maghrébine, de deuxième ou troisième génération, mais qui ont fait leur formation en Syrie et en Irak, je rappelle, dans le contexte de l'État islamique à l'époque. Et donc c'est une sorte de terrorisme qui a été projeté, qui a été planifié. Pour les attentats de 2003, ça a été le fait de jeunes Marocains issus des bidonvilles de Casablanca qui se sont endoctrinés sur le tard. Pourquoi? Parce qu'il y avait des raisons socio-économiques, il y avait une certaine précarité. Et puis, donc, ces attentats ont servi comme un électrochoc pour les autorités marocaines, plus particulièrement pour les services de sécurité. On a compris l'urgence d'abord de mener une veille sécuritaire pour essayer d'anticiper les attaques. Parce qu'en fait, quand il y a des attentats terroristes, ce sont des attentats qui ont mûri, qui se sont faits sur une durée. Donc ce sont des cellules terroristes qui sont installées par exemple sur le sol marocain, ou bien ce sont des prédicateurs. Donc des prédicateurs qui n'ont aucun lien avec, on va dire, le côté violent du terrorisme, de l'extrémisme violent, mais qui sont à la base de l'endoctrinement, du recrutement de djihadistes, de candidats au djihad, qui sont passés à l'acte. Et donc, comme je l'ai dit, ces attentats ont servi d'électrochoc. La première mesure qu'a pris le Royaume du Maroc, c'est d'abord une réponse sécuritaire. C'était une obligation. Il y a eu plusieurs victimes. Et puis, il y a eu une réponse tout d'abord sécuritaire. Plus de 1000 personnes en lien soit direct, donc qui ont servi de soutien logistique aux cellules terroristes, qui ont fait du recrutement, ou bien, comme je le dis, qui ont fait de la prêche, qui ont été prédicateurs, qui ont participé à l'élaboration du discours radical. Tout à fait, oui. Et qui a servi à radicaliser une jeunesse nombreuse au Maroc. Donc il y a eu cette réponse sécuritaire, mais finalement on s'est rendu compte qu'il fallait s'attaquer aux sources du mal. Donc il y a d'autres domaines qui sont aussi très importants, qui est le domaine socio-économique, comme je vous ai dit. Donc suite à ces attentats, le Maroc a mis en œuvre plusieurs programmes, comme le programme de l'INDH, qui a eu pour but de cibler tous les besoins socio-économiques de la population, au niveau de l'éducation, au niveau de l'encadrement familial, au niveau des soins de santé, etc. etc. Donc cette réponse socio-économique a visé à donner un espoir à la jeunesse. Une jeunesse qui n'a pas d'espoir en l'avenir, où il n'y a pas d'encadrement au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'éducation, et puis surtout des possibilités d'avoir un emploi, est une jeunesse qui est la cible, soit des mouvements djihadistes ou d'extrémistes violents, soit qui peut verser dans la criminalité. Et c'est ce qu'on a vu avec les campagnes, si vous vous rappelez, de Tcharmil, où une certaine partie de la jeunesse qui a été abandonnée, laissée pour compte, n'avait d'autre alternative que la délinquance, que la criminalité. Et c'est aussi le cas, malheureusement, l'actualité nous le rappelle, avec ce qui s'est passé à Fenêtre. Tout à fait. Donc c'est une lutte, je pense, qui est continue sur le temps. Et donc ça, c'était un autre domaine. On a aussi un domaine qui est très important, c'est que, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de détenus radicalisés ont été envoyés dans les prisons. Et la DGAPR, la Direction générale de l'administration pénitentiaire, n'était pas habituée à gérer ce type
de prisonniers. Oui, 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 tout à fait. Pourquoi? Parce que ce sont des prisonniers qui, au contact des autres, vont les radicaliser. exactement, peuvent les radicaliser. Tout à fait. Et ça, c'est un exemple qui s'est produit dans beaucoup de pays, dans l'Arabie Saoudite, Mm. où d'abord on envoyait un certain nombre de détenus qui étaient jugés pour des affaires soit de terrorisme directement ou de radicalisation à travers la prêche, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que durant leur passage en prison, ils ont radicalisé d'autres détenus et qu'ils sont sortis de prison avec la même détermination, avec la même idéologie. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On libérait sur l'espace public des bombes humaines qui, après avoir passé 10 années en prison, allaient revenir à ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire des cellules d'extrémisme violent. Savoir les prisons comme des incubateurs du terrorisme. Exactement, exactement. Donc ça aussi, c'est un axe très important pour lequel le Royaume du Maroc et la DGAPR a fait un effort extraordinaire. D'abord, en essayant d'isoler ces détenus, ne pas les mélanger avec des détenus de droit commun, et aussi à travers des programmes comme le programme Moussalaha, dont bénéficient ces détenus anciennement radicalisés, dont le but est de faire renoncer ces détenus à leurs idéologies. C'est un programme qui fait intervenir plusieurs spécialistes dans le domaine religieux. Il faut faire comprendre à ces jeunes radicalisés que leur lecture de l'islam est fausse. Parce qu'il faut rappeler que le Maroc, c'est un pays qui est de madhab malikite. C'est le mouvement le plus tolérant de l'islam, à l'inverse d'autres mouvements. Et donc, il fallait leur ramener leur lecture des textes coraniques à ce qu'ils sont à la base, qui est une religion de paix et de tolérance, donc ça d'une part, mais aussi leur apprendre que l'impact de leurs actions a un impact psychologique, socio-économique, etc. Et donc c'est un programme qui a eu beaucoup de réussite et qui a été aussi calqué par d'autres pays. Je rebondis aussi sur un autre domaine qui se rapproche, c'est un peu la réforme du champ religieux au Maroc. La réforme du champ religieux passe à travers quoi? D'abord la formation des imams, parce qu'avant les imams, on le sait avant 2003, on avait surtout ce phénomène de mosquées de quartier dans des garages. Et les imams, c'était qui? C'était monsieur tout le monde, qui n'avait pas de formation encadrée et qui était souvent formé à travers soit des prêcheurs wahhabites, salafistes, et donc ça constituait un danger. Parce que déjà, il n'y a pas la maîtrise, on va dire, de la théologie en termes d'islam, avec toutes les, on va dire, toutes les règles éthiques, idéologiques, etc. Et donc, à travers plusieurs programmes, à travers la création d'écoles de formation, on a pu encadrer le champ religieux pour éviter que l'idéologie radicale se répande à travers la population. Tout à fait. Et enfin, un dernier point qui est aussi très important, et on en voit un peu maintenant le résultat, c'est la coopération internationale. On ne peut pas lutter, que ce soit contre le terrorisme ou contre tout type de criminalité, s'il n'y a pas une entraide internationale. Tout simplement parce que la nébuleuse terroriste, elle est internationale. La menace vient de toutes parts, vient aussi à travers le cyber, à travers les réseaux sociaux. Et donc, il faut apporter une réponse de coopération à travers l'échange d'informations. On sait par exemple que le Maroc, les services marocains, que ce soit les services de la DGST, qui je le rappelle, c'est le renseignement intérieur, la JED, qui est le renseignement extérieur, échangent énormément avec leurs homologues étrangers, que ce soit les homologues africains, des pays européens, aussi des États-Unis. Et le but, en fait, est de partager la connaissance de ces réseaux terroristes et pour éviter et anticiper des menaces d'attentat. Tout à fait, tout à fait. Ce que je retiens, en tout cas, on est d'accord sur ce sujet, c'est que la réponse, en tout cas en termes de stratégie sécuritaire unique, est insuffisante. C'est-à-dire, je pense on peut citer des exemples dans plein de pays où c'est arrivé. Ce que je trouve intéressant, effectivement, comme tu as bien expliqué, c'est l'aspect multidimensionnel, voilà, de la stratégie en fait, de sécurité du Maroc, qui touche plusieurs secteurs. Non seulement l'aspect sécuritaire avec une efficacité dans le renseignement, donc tu as parlé effectivement de la coopération intense entre les différents services, enfin des différents corps d'armée, notamment le renseignement intérieur et le renseignement extérieur,
mais aussi tous les autres champs socio-économiques, le religieux qui est très important parce que le Maroc, je rappelle, est le seul, je dis de mémoire, pays de toute la région MENA qui a défini, on va dire, les piliers de sa tradition spirituelle et religieuse. Exact, oui. Il se dit d'école juridique, effectivement, de droit fiqh maliki, de théologie ash'arite et du soufisme d'Al-Junayd. Voilà, c'est très clair, c'est sur le site du ministère des Habous, sous l'égide de la commanderie des croyants, de Sa Majesté le Roi et Amir al-Moumini, commandeur des croyants. Je pense que c'est une spécificité dans toute la région MENA où en tout cas le cadre est clair. Voilà. Et notamment ce qui donne une certaine assurance identitaire, même en termes d'identité religieuse, et permet aussi, tu l'as bien souligné, la question de la formation des imams où il y a une coopération très intéressante, notamment avec les pays, surtout des pays d'Afrique de l'Ouest, qui partagent la même école juridique et quasiment les trois piliers. Voilà, notamment l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, les pays du Sahel de manière générale. Et cet aspect, effectivement, est accru en termes de coopération internationale. Je rebondis sur ça. Moi, en tout cas, j'entends beaucoup la question de la coopération internationale sur les questions de lutte antiterroriste notamment, mais aussi lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue, tout un tas, effectivement, de trafic de manière générale. Est-ce que tu as des exemples concrets, ou en tout cas un retour? On parle par exemple de coopération très importante au niveau, on est sur un axe stratégique entre la Méditerranée et l'Atlantique, entre le Maroc et l'Espagne, ou entre le Maroc et la France, ou d'autres pays, voire aussi les États-Unis. Comment s'opèrent en général les différents pays voilà, on parle, est-ce que les différents pays ont besoin de renseignements? Il y a des échanges de renseignements. On peut comprendre qu'il y a des fois des grandes puissances qui ont des capacités de projection de renseignements qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, mais néanmoins, toute cette coopération internationale, même si c'est voilà, à l'échelle régionale, voilà, pour certains pays positionnés ou de puissance, en tout cas le Maroc qui se projette comme puissance régionale, est indispensable dans ce maillon voilà, régional. Et quels sont ces mécanismes-là, justement en termes de stratégie, qu'on puisse... Alors, voilà, tu as bien fait, je pense, d'évoquer cette question. Pourquoi? Parce que la sécurité est un domaine régalien de chaque État. Et chaque État est jaloux, on va dire, de ses capacités, de ses compétences, de ses renseignements. Oui. Quand un pays a des renseignements, d'abord, les renseignements, c'est le fruit d'un travail long et acharné. Alors, on a toujours cette idée, ce fantasme des services de renseignement. On ne sait pas ce qu'ils font, quelle est leur activité. Il y a tout ce côté, on va dire, un peu confidentiel. Romancé, confidentiel. Exactement. Mais il faut savoir que le renseignement s'acquiert sur le tas et à travers plusieurs piliers, qui sont d'abord une veille sécuritaire et stratégique. Et j'insiste bien sur le mot stratégique, parce que quand on a un service de renseignement, on fait d'abord attention à tout ce qui a trait au sécuritaire, au judiciaire, donc tous les réseaux de criminalité transfrontalière, le terrorisme, des menaces intérieures et extérieures, etc. Mais aussi, et ce qui est très important, c'est qu'on doit aussi faire attention à tous les autres domaines. Ce qui se passe au niveau socio-économique, ce qui se passe au niveau sociétal, parce que tout est relié. Je donne un exemple. Les révolutions arabes du printemps arabe qui ont fortement déstabilisé beaucoup de pays. On le voit dans notre entourage régional. On voit l'impact que ça a eu en Syrie. Tunisie, exactement. Les services de renseignement ne doivent pas se focaliser uniquement sur l'aspect sécuritaire, mais sur un aspect global. Holistique qui touche tous les domaines. Oui. Parce que tout domaine sociétal, économique a des impacts sur le sécuritaire. Quand la population, l'opinion publique a des soucis sur un plan au niveau de l'éducation, de la santé, etc., ça peut avoir des impacts sur le côté sécuritaire. Ça peut créer des troubles de l'ordre public, ça peut créer des mouvements de contestation, et ce n'est jamais bien pour la stabilité d'un pays. Ça peut être manipulé par des... C'est ce que je voulais dire exactement. C'est dans le cadre de l'ingérence des menaces extérieures, c'est que ça peut être poussé, manipulé à travers les réseaux sociaux, à travers la désinformation, et ça peut être utilisé par des acteurs étrangers dont le but est de déstabiliser, on va dire, l'ordre établi dans notre pays. Pour revenir directement à ta question, Ali, sur la coopération, le niveau de coopération que je trouve moi optimal,
entre le Maroc et certains de ses partenaires africains. Tu as parlé plus précisément de l'Espagne. Pourquoi il y a ce rapprochement sécuritaire avec l'Espagne? Pour des raisons tout simplement géographiques. Oui. Et aussi des raisons, je vais parler de diaspora, je vais m'expliquer. Géographique, le Maroc et l'Espagne sont les gardiens de la sécurité du détroit de Gibraltar. C'est un détroit qui est très important, par lequel transite 30% du commerce international. Oui. Donc déjà, on va dire des gardiens sur, on va dire, la sécurité maritime pour que le passage soit assuré dans les meilleures conditions. On sait tous les risques qu'il y a maintenant au niveau du détroit d'Ormuz et les implications que ça peut avoir. Donc on a ce côté, on a l'autre côté qui est que c'est une passerelle de tous les trafics entre les deux continents. Premièrement, le trafic migratoire passe par le détroit de Gibraltar tout simplement parce que c'est le passage le plus étroit et le plus facile pour tous les, on va dire, les groupes criminels qui sont spécialisés dans la traite humaine et dans la migration clandestine. Et malgré tous les efforts qui ont été faits, d'ailleurs, comment on voit que le travail a été bien fait, c'est qu'on a d'autres routes qui essaient d'éviter le Maroc, tout simplement parce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place par le Maroc et l'Espagne en collaboration étroite qui a donné des résultats très probants. À côté, on a le problème du trafic de drogue, qui est un problème international. Et on remarque aussi qu'il y a une mutation des routes, un changement de route, mais aussi une mutation de la forme du trafic de drogue entre l'Afrique et l'Europe, qui était à la base un trafic de cannabis, etc., qui maintenant est devenu un trafic de cocaïne, tout simplement parce que les réseaux de trafic international de stupéfiants de l'Amérique du Sud ont fait de l'Afrique une plateforme, ou plutôt un passage de transit entre l'Amérique du Sud jusqu'à l'Europe. Et enfin, je pense que la menace la plus marquante, c'est le terrorisme. Et l'expérience récente a montré que les réseaux terroristes communiquent entre eux, qu'il y a beaucoup de mouvements de candidats au djihad. Et le Maroc et l'Espagne ont compris que la solution à ce problème, c'était une collaboration étroite par le rapprochement géographique, mais aussi, comme je l'ai dit, par la diaspora. On sait qu'une grande partie de la diaspora marocaine, africaine en général, vit en Europe. Donc la diaspora marocaine, on la trouve principalement en France et au niveau de l'Espagne. Et les services de renseignement, qu'ils soient espagnols ou français, ont besoin de l'expertise marocaine. Il est très difficile de percer la communauté, on va dire marocaine, qu'elle soit en France ou en Espagne, pour des services espagnols ou français. D'abord, à cause de la barrière de la langue, de la barrière culturelle, de la barrière religieuse. Donc ce sont des problématiques qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils ont besoin de l'expertise marocaine à travers des échanges des deux côtés. Et d'ailleurs, on voit que ça va dans les deux sens. Plusieurs affaires qui ont été réussies en Europe, d'après les dires des responsables, des ministères, des ministres de l'Intérieur français, par exemple Darmanin, qui a à maintes fois salué la collaboration des services marocains, mais également la DGST, à travers des communiqués, arrive à neutraliser des cellules djihadistes grâce à du renseignement échangé par les services espagnols, français, américains ou autres. D'accord. C'est un point effectivement très important. Très très important. Et moi, ça me fait penser à une anecdote. La question géographique, effectivement, il y a un point qui m'a marqué, le fait que le Maroc et l'Espagne soient les gardiens du détroit, notamment sur tous ces aspects sécuritaires. Il y a deux anecdotes dont je me souviens. Il y a un ancien officier effectivement de sécurité reconverti dans le privé qui m'avait raconté un jour que les méthodes d'évolution des narcotrafiquants, notamment qui viennent d'Amérique, qui envoient des cargaisons de cocaïne d'Amérique latine, ont tellement évolué qu'ils sont arrivés au stade d'envoi de sous-marins, qui passent par le détroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même des appareils de détection, la coopération va jusqu'à dans ce domaine-là. Donc on ne se rend pas compte, en fait, effectivement, Et dernièrement, même des drones sous-marins, c'est-à-dire sans pilote à bord. Sans pilote à bord. Incroyable. C'est le défi technologique. C'est le défi technologique et l'activité effectivement lucrative pousse à justement, en tout cas, à faire évoluer justement les défis, même en termes sécuritaires, pour pouvoir s'adapter aux nouveaux mécanismes
qu'opèrent les différents criminels. Il y a un autre aspect, donc tu as parlé du détroit de Gibraltar. Ça me rappelle une citation je crois, d'Ibn Khaldoun, hein, notre historien et sociologue nord-africain tunisien, qui disait que la géographie est le moule de l'histoire. Est-ce que tu penses, moi je me pose la question, que la position géographique du Maroc a influencé son approche de la sécurité? C'est une question très intéressante, parce qu'il faut se référer à l'histoire. Oui. Et il faut déjà dire que le Maroc, dans la période de colonisation, a eu cette spécificité que d'autres pays voisins comme l'Algérie, comme la Tunisie, ont été colonisés par une puissance colonisatrice, la France. Le Maroc a été colonisé par la France, par l'Espagne, au nord et au sud, avec la spécificité de Tanger, qui est une zone, qui est une zone internationale, parce que les puissances étrangères, sous la pression aussi de l'Allemagne, etc., qui ont dit que l'importance de Tanger est telle que ni l'Espagne ni la France ne pouvaient contrôler à elles seules Et donc, à travers l'histoire, comme tu as dit d'ailleurs, le Maroc, avant cette colonisation, n'a jamais été colonisé. On sait que l'Empire ottoman s'est arrêté aux frontières du Maroc. Et je pense que ça a forcément impacté la stratégie, l'approche sécuritaire marocaine. Et je pense que on parle un peu, je trouve à mon sens, pas suffisamment au Maroc, de la culture de sécurité et de défense au Maroc. Pour plusieurs raisons. J'espère qu'on va y remédier tôt ou tard. C'est travailler en tout cas à notre niveau, le podcast, en tout cas la société civile, à travers ce genre d'émissions, de conférences et tout, pour qu'il y ait au moins une sensibilisation, effectivement, en population à ces enjeux-là. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a un intérêt de l'opinion publique. Je le vois à travers la vie éco, à travers les sujets que l'on traite, que ce soit au niveau de notre journal ou de divers autres supports médiatiques. On traite de plus en plus des affaires sécuritaires et militaires parce qu'il y a un intérêt de la part de l'opinion publique. Tout à fait. Tout simplement parce qu'on voit que la capacité, les compétences marocaines sont saluées à l'étranger. On sait que maintenant, depuis plus d'une vingtaine d'années, les États-Unis d'Amérique, les forces armées américaines, programment le plus grand exercice en dehors des États-Unis au Maroc. Oui, tout à fait. Et je pense que ça reflète le haut niveau d'expertise des forces armées marocaines. Et je pense honnêtement que les États-Unis ne mettraient pas autant de moyens s'ils n'avaient pas un intérêt opérationnel et s'il n'y avait pas, on va dire, une approche gagnant-gagnant. Quand ils viennent au Maroc pour participer à des exercices, c'est des exercices combinés où on a plus d'une vingtaine d'États, européens, africains, où il y a un échange d'expertise et où on s'entraîne à lutter contre des menaces en communauté, en coopération. Et donc ça, c'est très important. Il y a aussi ce qu'on voit dernièrement, c'est que beaucoup de pays comme la France, à travers les derniers Jeux olympiques, ont fait appel à l'expertise des services de sécurité marocains. Ça a commencé avec la Coupe du Monde au Qatar. Et donc tout cela nous donne une idée très précise que les compétences, les capacités marocaines dans les deux domaines sécuritaires et militaires sont des compétences très avancées. Et à travers ce qui se passe maintenant, quand on allume la télévision, qu'est-ce qu'on voit? On voit la multiplication des conflits armés, les crises, les tensions entre les pays qui sont dans une phase d'escalade et l'opinion publique, dans son besoin de sécurité, d'avoir un sentiment de sécurité, c'est bien de savoir que le royaume dispose de forces militaires et de forces sécuritaires capables et surtout reconnues au niveau international. Tout à fait. Et je pense que c'est un point important parce que ça constitue un point de fierté nationale. C'est-à-dire, tu l'as bien précisé, je pense que les institutions régaliennes, sécuritaires aussi du Maroc, du royaume, on le voit, on le sent au niveau de la population, au niveau de l'opinion publique de manière générale, qui a justement cette reconnaissance à l'international et même cette stabilité qu'on vit en fait en réalité tous les jours dans une zone et dans une époque où il y a une multiplication de conflits, est une fierté, attise de la curiosité et même de l'intérêt, de la curiosité intellectuelle pour comprendre les mécanismes. Deuxième chose, tu l'as bien dit, l'époque a changé.
Si à un certain moment, je pense que la question de la sécurité, de la défense, il y a plusieurs années ou des décennies, était presque tabou au sein de l'opinion publique, on remarque, c'est vrai, maintenant que dans la presse, les médias, tu l'as cité, un regain d'intérêt pour ces sujets-là, parce que l'époque a changé, d'abord. Multiplication des conflits, en plus, dans un cadre, j'ai envie de dire, géopolitique systémique. Systémique dans le sens tout est lié. On voit qu'aujourd'hui, même la question, à un certain moment, lorsque c'est lié de pénurie, on n'a pas eu de pénurie, mais je parle de tous les pays, mais lorsqu'il y a une hausse des prix, ou dans certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a une pénurie de blé ou de riz liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'impact du prix du pétrole et de l'énergie de manière générale sur les industries, mais aussi sur les matières alimentaires, les crises financières, Les etc. ruptures de chaîne d'approvisionnement Les après ruptures de la chaîne crise Covid. le Covid, les ruptures de chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, on parle de menaces dans le Pacifique. La question de Taïwan, on espère qu'il n'y aura pas de conflit parce que si jamais il y a un conflit, ben, on sera nos smartphones, Les nos répercussions ordinateurs, vont être ressenties partout. Ouais. phénoménal. Et je pense qu'il y a un regain d'intérêt. C'est aussi, je pense, l'objectif de ce podcast, c'est de faire un décryptage sur cette question stratégique globale, sur les stratégies globales qui englobent différentes grilles de lecture. On va parler de l'aspect aujourd'hui sécuritaire, géopolitique, mais ça touche aussi notre vie de tous les jours. Ça touche aussi notre relation au niveau de la société, notre relation familiale, notre manière de faire au niveau du travail, de l'emploi. Je pense que c'est un point très important. Et donc, ce regain d'intérêt sur ces questions-là, y compris de géopolitique, de sécurité et de défense, je pense s'inscrit dans ce cadre où je ne dirais pas qu'il y a une inquiétude, mais on observe ce qui se passe dans le monde, l'impact que ça peut avoir, on essaie de comprendre les mécanismes. Et je pense que c'est très important. Beaucoup de pays ont intégré cette culture de la stratégie de la défense dès le départ, et ça a forgé des liens. Je pense qu'on pourra en parler à un moment donné, des liens importants entre notamment l'aspect civil ou des fois l'aspect militaire, hein, même dans le développement de start-up et autres. Il y a différents exemples. En tout cas, je pense que c'est un point important. Ça me fait penser à une transition. Tu es passé un peu, après ta carrière, dans le domaine civil et surtout, si j'ai compris, dans le domaine académique et universitaire. Quelle est ta perception, ton retour d'expérience avec tes étudiants de tout âge? Je pense que tu as des jeunes, mais tu as aussi des cadres qui sont voilà, qui viennent justement en formation professionnelle. Quelle est ta perception sur les retours, peut-être cet intérêt par rapport à ces questions-là, mais aussi l'inspiration de ces questions de sécurité, de stratégie sécuritaire au niveau des organisations? Est-ce que tu as eu des questions, des retours d'inspiration sur ton retour d'expérience, mais pour des applications, on va dire, civiles, c'est-à-dire au niveau du privé ou même au niveau académique? Est-ce que tu peux partager avec nous, je sais, voilà, ta perception ou plutôt un retour que tu as eu voilà, par rapport à ça? Je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt Mm. au niveau des organisations, des entreprises, etc., pour le domaine stratégique en général. Quand on parlait stratégie avant dans les entreprises, c'était plutôt stratégie de croissance, stratégie du point de vue économique par rapport aux concurrents, etc. Maintenant, on essaie d'adopter une approche un peu plus de sécurité, pas sécuritaire, de sécurité économique Exactement. en général, de Mm. sécurité informationnelle. Et on comprend que la base de la pérennité de toute organisation, Mm. que ce soit une institution publique ou bien une entreprise, c'est une stratégie sur le long terme qui va défendre les intérêts contre les menaces extérieures. Mm. Et donc, quand on essaye d'attaquer en fait cette problématique, on sait que la stratégie militaire, c'est la base de toute réflexion. Oui, Tous les grands stratèges militaires sont étudiés dans les plus grandes écoles de commerce, oui, parce tout à que fait. c'est la base de toute stratégie. Et comme tu as bien dit, tous les étudiants sont curieux de savoir comment, parce que le mot stratégie, c'est un mot qu'on trouve à toutes les sauces, Oui. mais que les gens ont du mal à mettre en œuvre. Mhm. D'ailleurs, c'est un des sujets du cours Tout à fait. que j'ai à l'école de guerre économique. Mm.
qui est la gestion de risque Tout à fait. et la stratégie, ou plutôt la politique de sûreté dans les entreprises, où des étudiants venus de tous bords, avec des profils, on va dire, un peu plus école de commerce, des ingénieurs, etc., essayent de mettre en œuvre des stratégies pour protéger tous les acquis, qu'ils soient matériels, immatériels, de réputation des entreprises ou de leur organisation. Et comme tu as dit, cet intérêt est de plus en plus croissant et je remarque qu'il y a cette culture au niveau des étudiants qui sont de plus en plus imprégnés des textes militaires. Maintenant, tout le monde connaît Sun Tzu, connaît Machiavel et je pense que ça donne une dimension, on va dire, théorique et par rapport à l'approche qui est nouvelle. Tout à fait, tout à fait. Et qui est une approche essentielle, hein. Tu l'as bien cité, même au niveau de l'école de guerre économique, hein, de manière générale, et dans l'état d'esprit de ce podcast, on l'a dit plusieurs fois, les sujets en tout cas se chevauchent, hein. La stratégie relève avant tout du domaine militaire, mais même entre guillemets, les gourous de la stratégie d'entreprise ont pris les différents éléments inspirés des grands officiers, notamment de l'époque. Et aujourd'hui, on l'a dit, tout se chevauche, hein. La question de la sécurité économique, surtout avec la transformation technologique et digitale, les menaces cyber, les questions de protection, lutte anti-blanchiment ou autres, il y a effectivement un lien très fort. Et avec, si tu permets, une autre dimension, Ouais, c'est cet intérêt pour la géopolitique. très important, effectivement. Tout le monde Ça, c'est a vraiment bien observé compris aujourd'hui. Ouais, ouais. que l'on soit à l'intérieur d'une PME, que l'on soit auto-entrepreneur, tout ce qui se passe à l'échelle internationale a des répercussions au niveau régional, au niveau national, au niveau local même. Oui. Que ce soit en matière de répercussions des guerres, Mm. au niveau des ruptures de chaînes d'approvisionnement, de problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs qui touchent tous les secteurs de l'économie, etc. Tout à fait. Et cet intérêt pour la géopolitique, comme j'ai parlé tout à l'heure de la stratégie, qui paraissait une discipline plutôt réservée aux, on va dire, aux esprits brillants des sciences politiques. Or, la géopolitique est toute simple, et là à la portée de tout le monde, c'est la connaissance des enjeux internationaux et leurs impacts sur tous les acteurs, qu'ils soient des acteurs étatiques ou non étatiques. Tout à fait, tout à fait. Avec les différentes écoles, dimensions, effectivement, géographiques. J'ai peut-être envie de revenir à la question des défis sécuritaires du Maroc. Euh, Aujourd'hui, selon toi, dans une optique toujours régionale, ou si on se projette un petit peu, on va essayer de se projeter, faire un peu de prospective, quels sont aujourd'hui peut-être les défis du Maroc en termes de sécurité, voilà, nationale, et quels pourraient être les défis à venir, en tout cas, les enjeux, où peut-être faudrait mettre de l'attention, en tout cas. Et je pose la question, comme on est dans cette approche qu'on a dit, que tu as énoncée au sein de l'école, ou même au sein académique ou aujourd'hui, et même au niveau systémique, c'est-à-dire un niveau qui peut nous impacter sur différentes dimensions, l'économique, le politique, le sécuritaire. À ton avis, comment tu vois peut-être les choses un peu évoluer aujourd'hui sur ces questions-là? Je pense qu'il faut faire une lecture des défis et des menaces Hmm. pour le Maroc sur deux volets, volet Ouais. intérieur et volet extérieur. Mhm. Le volet intérieur, ce sont toutes les menaces que connaissent tous les pays. Ce sont des défis de criminalité, de délinquance qui prend de plus en plus d'importance parce qu'on a plutôt souvent tendance à penser criminalité parce que Mm. l'impact de la criminalité au niveau des réseaux terroristes, des réseaux de crimes organisés est très important. Mais la délinquance, la montée de la délinquance dans tout pays Mm. a beaucoup plus d'impact sur l'économie, sur la société que la criminalité. La délinquance, on la trouve à tous les coins de rue, Oui. l'incivilité grandissante, Mhm. donc beaucoup de phénomènes, je dirais, qui sont relatifs à l'évolution socio-économique de notre société. Mhm. Pour moi, ces défis sécuritaires intérieurs sont globalement maîtrisés Mm. au Royaume. On voit à travers la presse que quand il y a des cas, des faits divers, d'agressions, etc., on a un intérêt grandissant, sauf que je le dis par expérience,
j'ai fait plusieurs sessions de formation et d'échange avec des collègues africains. Le Maroc est un des pays en termes de lutte contre la criminalité et la délinquance les plus sécurisés. D'accord. On a très peu d'actes d'homicide. On a très peu d'attaques à main armée. Parce que le Maroc est un pays qui arrive à maîtriser la sécurité intérieure et surtout le contrôle des armes. Donc, sur le volet national, je dirais que ces défis, ces menaces sont assez maîtrisés, mais on a aussi des menaces émergentes, qui est la cybercriminalité. Oui. La cybercriminalité, c'est un nouveau type de criminalité qui peut être fait par n'importe qui, n'importe quel jeune geek derrière son ordinateur, et avec surtout un défi technologique. Des services de sécurité, pas que marocains, à travers le monde, où on a ce défi de génération. La jeune génération est plus au fait de tout ce qui est technologique, de l'utilisation de l'espace cyber, que les cadres qu'on va retrouver dans différents services. Et donc, il faut un effort de mise à niveau et de renforcement des capacités. Très bien, très bien. Pour le volet extérieur, qui à mon avis est un peu plus alarmant, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, le contexte international, mais même le contexte régional. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une menace d'une course à l'armement dans la région, particulièrement chez nos voisins de l'Est. Il faut rappeler que l'armée algérienne, durant les 5 dernières années, a été dans les 2 premières places du classement avec l'Égypte d'acquéreurs d'armes en Afrique. Ça veut dire que l'Algérie est un pays qui se renforce au niveau des armements. Et quand on parle d'armement, c'est armement lourd, au niveau d'avions de chasse, de missiles, etc. C'est un pays dont la menace va en s'accroissant. Ça, d'une part, on a une autre menace qui est celle du Polisario. On sait que dernièrement, on a des renseignements qui sont fiables. On se rappelle de l'épisode où le ministre des Affaires étrangères marocain a directement pointé l'Iran dans son effort de livraison d'armes au Polisario, de formation de cadres du Polisario, etc. Et c'est des menaces qui, pour moi, sont importantes et pour lesquelles, je pense, le Maroc, avec ses institutions, prend les mesures adéquates. Et je finirai par citer la menace terroriste au niveau du Sahel, l'expansion des groupes terroristes. On sait que, par exemple, pour des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, malheureusement, des groupes de combattants terroristes affiliés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique, contrôlent une grande partie du territoire de ces pays. Et à partir de ces territoires qui sont contrôlés, qui sont sanctuarisés par ces groupes de combattants terroristes, c'est une menace terroriste à plus grande ampleur. On peut assister à ce qui s'est passé en 2013 au niveau de l'Irak et de la Syrie, où l'État islamique a constitué un État fort à partir duquel ils ont pu mener des attaques terroristes sur plusieurs pays de la région et même au-delà de la région. D'accord. Et il y a aussi, tout à fait, information des news très fraîches, si j'ai envie de dire. Dans le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, il indique que le Polisario a utilisé des drones plus récemment dans le mur. Et on ne leur a pas livré, et voilà, ils ne sont pas apparus de nulle part. Ils ne sont pas venus de nulle part. Effectivement, effectivement. Sénézal, peut-être pour conclure, si tu devais citer, selon toi, vraiment à cœur, ton expérience et tout, selon toi, les éléments clés, un ou plusieurs éléments clés d'une stratégie de sécurité ou de défense efficace. À tous les niveaux, hein, je parle même dans le privé, dans une organisation. Voilà, c'est plus en état d'esprit, hein, c'est l'objectif de ce podcast, c'est la culture et l'état d'esprit stratégique. De manière générale, à ton avis, quel est peut-être un ou plusieurs éléments auxquels on ne pense pas forcément qui est essentiel, en tout cas important, dans le cadre d'une mise en place d'une stratégie sécuritaire? Je pense que la base de toute stratégie d'abord, c'est définir quelles sont les menaces et les risques qui peuvent affecter, comme tu as bien dit, la stratégie peut s'adapter à une entreprise, à une organisation, aux autorités d'un pays. Donc quelles sont d'abord les menaces directes auxquelles
notre organisation, notre institution sont confrontées. Donc cette étude et cette évaluation de risques et menaces doit faire l'objet d'une veille stratégique. Donc il faut comprendre, comme tu l'as dit au début du podcast, comment pense l'ennemi. L'ennemi, ça peut être aussi l'adversaire, ça peut être le compétiteur. Donc d'abord connaître quelles sont les menaces auxquelles on est confronté. Deuxième élément qui est important, quels sont les enseignements tirés de notre expérience passée. Parce que la stratégie doit se baser sur l'histoire, sur ce qu'on a, les menaces auxquelles on a été confronté. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, sur quel domaine on a pris de bonnes résolutions, quels sont les éléments où on s'est trompé et où il faut rectifier le tir. Excellent. Ensuite, il y a une étude du contexte géopolitique et géostratégique. Donc, que l'on soit à la tête d'un État ou bien à la tête d'une organisation, il faut comprendre l'environnement global. Et donc, comprendre l'environnement global, c'est à travers des études d'analyse et c'est aussi essayer d'anticiper l'avenir à travers des études de prospective. Alors, je sais que ces mots ont peut-être une signification un peu trop importante, mais il faut juste se projeter dans l'avenir. Et à partir de là, on va passer à la mise en place de notre stratégie. Quels sont les objectifs que l'on veut atteindre? Parce que quand on parle stratégique, on parle quel avantage peut-on avoir par rapport à l'adversaire. Oui. Donc, quels sont les objectifs sur le long terme? Pour une entreprise, c'est conquérir des parts de marché, par exemple. Tout à fait. Oui. C'est se développer par rapport à nos concurrents. Donc, quel est notre objectif final? Et à partir de l'objectif final, fixer des objectifs intermédiaires. La stratégie se fait sur le long terme. On ne parle pas de stratégie sur le court terme. On parle plutôt de tactique, de choix, on va dire, opérationnel. Mais quand on parle stratégique, on s'inscrit sur le long terme. Donc avoir une vue essayer de prendre un peu de hauteur et voir comment aboutir à ces objectifs en traçant un agenda et en sachant que la stratégie, on ne peut jamais fixer une stratégie et ne pas la changer. Oui. Le but de la stratégie, c'est qu'il faut s'adapter aux changements, aux menaces, aux bouleversements, qu'ils soient géopolitiques, crise économique, etc. Nizar Dadabi, merci beaucoup. C'est très enrichissant. Merci Merci à d'avoir toi pour accepté l'invitation. notre invitation pour cette émission. C'était vraiment passionnant. On en refera d'autres à l'occasion. Inch'Allah. Inch'Allah. Je pense que ce sujet, il y aura matière à développer ou aller peut-être un peu plus en profondeur sur certains aspects. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de bien développer voilà, d'autres aspects en profondeur. Je pense que l'audience ou l'opinion publique sera friande justement en tout cas de retour d'expérience par rapport à ça. Et ce n'est pas les questions d'actualité qui manquent. Exactement. Dans ce En ce domaine. moment, en plus, voilà, ça bouge à une certaine vitesse que même justement pour faire de la veille stratégique ou du monitoring de manière générale, on est des fois dépassé par les événements. Merci beaucoup, Merci à toi. Nizar. Merci beaucoup, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à liker aussi, ça nous aide beaucoup, et à nous suivre sur Spotify, Apple Music, pour vous abonner à notre podcast de Strategic Mindset. Et on reviendra avec d'autres épisodes encore plus enrichissants, avec des retours d'expérience qui pourront vous être éclairants. Merci beaucoup.